Voilà, donc on va passer au dossier 2, qui est un petit peu moins tragique quand même celui-là. Donc c'est une petite fille de 9 mois, Lola, qui elle aussi est gardée en crèche. Elle a déjà fait 3 bronchiolites au cours des 3 derniers mois, et une ayant nécessité une hospitalisation de 4 jours. Du coup, son médecin traitant vous l'adresse en ce mois de décembre, en consultation pour une prise en charge spécialisée. Détaillez votre examen clinique. Vous ne retrouvez dans ses antécédents que 2 otites et une gastro-entérite aiguë en plus des bronchiolites. Ses vaccins sont à jour et son père a une rhinite allergique. L'examen clinique retrouve une petite fille eutrophe, eupnéique et qui présente quelques lésions d'eczéma. Question 2. Quels éléments peuvent amener au diagnostic d'eczéma? Question 3. Comment allez-vous prendre en charge sa maladie respiratoire? Quelques semaines plus tard, alors que vous êtes de garde, vous recevez Lola que sa maman amène pour gêne respiratoire associée à un petit fébricule depuis la veille. Là encore, que recherchez-vous à l'examen clinique? Quel serait votre traitement en cas de bronchiolite simple? En fait, Lola est tachycarde à 190 par minute, l'auscultation pulmonaire met en évidence des sibilants diffus ainsi que des crépitants bilatéraux, et vous palpez une hépatomégalie. Quel est votre diagnostic? Question 7. Détaillez votre prise en charge. Après une évolution favorable, vous revoyez Lola en consultation, et alors que vous ne retrouvez aucun signe d'insuffisance cardiaque, vous entendez un souffle cardiaque 1/6. Quels éléments vous orientent vers un souffle non organique? Voilà, donc on va passer à la correction. Donc on revient sur l'énoncé. Donc une petite fille de 9 mois qui va à la crèche, qui a fait 3 bronchiolites en 3 mois et une qui a été hospitalisée 4 jours. Voilà. Donc du coup, très logiquement, son médecin traitant veut que vous la preniez en charge, vous, médecin spécialisé, parce que 3 en 3 mois en décembre, ça peut augurer d'un hiver et d'un printemps très difficile. Donc, qu'est-ce que vous allez rechercher à l'examen clinique? Donc, toujours, je ne vous fais pas l'offense de vous rappeler que l'examen clinique, c'est l'interrogatoire et l'examen physique. Et donc, à l'interrogatoire, pour commencer, il faut savoir si cette petite fille a des risques de pathologie respiratoire, à savoir une prématurité, ou alors une malformation congénitale, une notion de souffrance fœtale aiguë, d'infection materno-fœtale, de détresse respiratoire néonatale. Et il faut surtout récupérer son dépistage de la mucoviscidose. Voilà, donc tout ça, toute cette anamnèse, c'est sur 2 points. Ensuite, il faut rechercher s'il y a un terrain atopique familial. Vraisemblablement, vous rentrez dans le cadre d'un asthme du nourrisson, 3 épisodes de sifflement dans les 2 premières années de vie, donc il faut savoir si cet enfant a des risques de maladie atopique. Donc dans la famille, on va rechercher une dermatite atopique, une rhinite allergique et de l'asthme. Ça, c'est sur 3 points. Ensuite, vous allez reprendre l'histoire de la maladie de chaque épisode de bronchiolite, savoir exactement comment ça s'est passé, savoir s'il y avait des facteurs déclenchants, etc., etc. Donc ça, c'est sur 2 points. Vous allez refaire un point sur ses vaccinations, voir si elle a déjà d'autres antécédents connus et des allergies. Et après, si vous voulez étendre un petit peu l'interrogatoire, vous pouvez commencer à voir ses habitudes alimentaires et son mode de garde. Pour les habitudes alimentaires, c'est notamment à quel âge elle a été diversifiée, à quel âge elle a été sevrée de l'allaitement maternel, etc. Et le mode de vie, et ça c'est super important, nous avons bien sûr le tabagisme passif, les animaux domestiques, s'il y a de la moquette, etc. Et ça, les habitudes de vie, c'est au moins sur 3 points. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ce long interrogatoire, vous pouvez passer à l'examen physique. Et là, c'est facile, ça sera 2 points par item dans la cotation. Vous regardez si cette petite fille va bien, grandit bien, grossit bien. Vous regardez son état cutané. Vous l'auscultez pour voir s'il y a des signes de lutte, des sibilants, un frein expiratoire, alors qu'elle est censée aller bien. Bon, et puis après, vous faites un examen physique complet. Voilà, donc après avoir fait tout ça, vous ne retrouvez que 2 otites et une gastro-entérite. Les vaccins sont à jour. Effectivement, il y a un terrain atopique familial. Le papa a une rhinite allergique. Et c'est une petite fille qui grossit bien, qui va bien, qui au moment de l'examen est eupnéique,
mais elle a quelques lésions d'eczéma. Donc, comment vous portez le diagnostic d'eczéma? Donc, on va revenir sur les photos après. Eczéma et dermatite atopique, c'est la même chose. Donc, c'est une dermatose érythémato-squameuse, suintante, très prurigineuse. Donc, ça, c'est sur 3 points. Selon l'âge, les zones de prédilection atteintes sont différentes. 2 points. Globalement, chez les bébés, c'est les zones convexes, le front, les joues, le ventre. Chez les enfants un peu plus grands, ça va se mettre dans les plis du coude, derrière les genoux. Ça évolue par poussée, l'eczéma, et ça intervient sur un terrain atopique en général. Donc sur ces photos, je ne sais pas si c'est extrêmement clair, mais on voit ce petit bout de chou notamment là, qui a tout un tas de lésions au niveau des joues et du front. Alors on voit pas très bien, mais on voit que c'est très érythémateux, on voit que c'est un petit peu squameux et que ça coule un peu. On le voit surtout bien là. Je pense même que ces lésions-là sont un peu surinfectées. Et là, c'est un enfant certainement un peu plus grand, ça touche surtout les plis et sous la couche. Donc voilà, pour l'eczéma. Bon, et donc, l'eczéma, il y a même un super comité de dermatologues anglais qui se sont réunis il y a quelques années et qui ont trouvé tous ces critères pour poser le diagnostic d'eczéma. Donc le critère obligatoire, c'est la dermatose prurigineuse, et donc ça doit être associé à 3 de ces critères. Voilà, donc globalement, ça revient au même, hein. Ce sont des antécédents personnels d'eczéma, des antécédents personnels d'asthme, des antécédents de xérose, donc c'est une peau très sèche. Voilà. C'est dans les grands plis visibles, ou alors c'est les joues, le front. Et voilà, et en général, ça a commencé avant 2 ans. Donc, bon, elle a de l'eczéma, c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'elle vient vous voir, en fait. Donc, vous, comment vous allez prendre en charge sa maladie respiratoire? Donc, on a dit tout à l'heure que c'était un asthme du nourrisson, avec 3 épisodes de sifflement dans les 2 premières années de vie. Déjà, rien qu'en posant ce diagnostic, vous avez 5 points. Ensuite, tout d'abord, a priori, vous êtes pneumologue pédiatre, donc vous allez avant toute chose prescrire un bilan complémentaire orienté, avec notamment un bilan allergologique, voir si on peut, en supprimant certains facteurs favorisants, l'aider. Vous pouvez éventuellement faire un test de la sueur, et c'est de bonne guerre de faire une radiothorax et des explorations fonctionnelles respiratoires dans tout bilan d'asthme. Voilà, donc ça c'est sur 3 points. Une fois que vous avez fait ce petit bilan, il va falloir traiter cet asthme. Donc en fait, le traitement de l'asthme, et ça c'est pareil pour l'enfant petit, pour l'enfant plus grand, pour l'adulte, il y a un traitement de la crise et il y a un traitement de fond. Le traitement de la crise, ce sont des bronchodilatateurs d'action rapide. À cet âge-là, il faut une chambre d'inhalation. Ça, c'est sur 3 points. Et ça, qu'est-ce que c'est, les bronchodilatateurs d'action rapide? C'est la ventoline à 15 mg, non 0,15, excusez-moi, 0,15 mg kilo, que vous pouvez répéter jusqu'à 8 fois par jour. Sachant que les enfants qui sont en grosse crise, on peut le faire quasiment en continu, hein. Donc il n'y a pas de dose vraiment limite de la ventoline, à part la limite de tolérance clinique, parce que ça donne quand même des tremblements, des accès de palpitation, donc il faut rester dans la tolérance hémodynamique pour cet enfant. Et le deuxième point important du traitement de la crise, c'est la corticothérapie générale, à 1 mg kg jour en moyenne. Voilà. Et chez les enfants qui font beaucoup de crises, ce qui est quand même son cas à elle, 3 crises en 3 mois, il ne faut pas hésiter à mettre un traitement de fond. Et le traitement de fond, c'est la corticothérapie inhalée. 3 points. Et éventuellement, vous pouvez mettre des bronchodilatateurs d'action prolongée. Donc, je vais juste refaire un petit point sur l'asthme. Donc, l'asthme, donc c'est une maladie qui est chronique et qui est due d'une part à une inflammation de l'arbre respiratoire
et à une hyperréactivité bronchique. Donc le principe du traitement de fond, c'est principalement de jouer sur cette inflammation. Et donc ça, ce sont les corticoïdes. Donc en traitement de fond, ils sont inhalés, donc on les met directement dans les bronches par des nébulisations ou des simples bouffées de corticoïdes inhalés. Et en situation de crise, l'inflammation, elle augmente, donc c'est tout à fait logique de passer à une corticothérapie générale. Donc ça, c'est pour la branche inflammation. Hors période de crise, donc pour un asthme qui est assez bien équilibré, normalement, les bronches ne sont pas en état d'hyperréactivité. Donc les bronchodilatateurs n'ont pas d'intérêt hors période de crise. Par contre, à un moment, il va y avoir une crise à cause d'une exposition à un allergène, à cause d'une infection, à cause de je ne sais quoi. Là, non seulement l'inflammation, elle était préexistante, mais en plus, la bronche va se mettre à réagir de façon démesurée et à se spasmer. Et c'est là que prennent tous les intérêts des bronchodilatateurs. Et donc les bronchodilatateurs, le plus fréquent, ce sont le bêta-2 mimétique, en période de crise, il faut que ça agisse rapidement, c'est la ventoline. Hors période de crise, si on veut quand même maintenir une petite dilatation des bronches, il faut utiliser des bronchodilatateurs, des bêta-2 mimétiques d'action prolongée, et ça, c'est plutôt type Cerevan et compagnie. Voilà, donc ce sont vraiment les deux grands pans du traitement de l'asthme, c'est bien la crise et le traitement des exacerbations. Voilà, et tout ça, ça ne servira strictement à rien si on continue à laisser les facteurs déclenchants. Donc au mieux, on fait le bilan allergologique pour savoir exactement quels sont les facteurs déclenchants, mais de façon générale, il faut avoir du bon sens et éliminer le tabagisme passif, la moquette, les peluches et les animaux domestiques. Bon, après, c'est pas évident, hein. Le chat qui est dans la famille depuis 15 ans, on peut pas s'en débarrasser. Mais au maximum, on essaie de dire qu'il va pas dans la chambre de l'enfant, etc. Voilà, donc l'éviction des facteurs déclenchants, c'est 2 points. Et après, comme toute maladie chronique égale éducation. Lola, elle a 9 mois, donc on va éduquer ses parents plutôt. Donc on leur explique la maladie, le traitement, et les signes d'alerte et la conduite à tenir en cas de décompensation. Voilà, et toujours la surveillance. Voilà, donc quelques semaines plus tard, alors que vous êtes de garde, Lola arrive aux urgences avec sa maman pour gêne respiratoire et un petit fébricule. Que recherchez-vous à l'examen sur 15 points? Donc, vous pensez gêne respiratoire fébrile, l'hiver, bronchiolite. Donc déjà, il va falloir que vous trouviez des signes en faveur de cette bronchiolite. Donc à l'interrogatoire, vous allez rechercher des cas similaires à la crèche ou à la maison. Et à l'histoire de la maladie, vous allez essayer de trouver une rhinorrhée initiale, puis la gêne respiratoire. À l'examen physique, il y a juste un encombrement pharyngé et des sibilants, voire un frein expiratoire et des ronchis. Voilà, donc ça c'est sur 5 points. Ensuite, ce qui est, à la limite, ça serait même à mettre avant, c'est trouver s'il y a des signes de gravité qui imposent l'hospitalisation immédiate. Donc pareil, là on revient sur les antécédents de Manon. Est-ce qu'elle est prématurée? Est-ce qu'elle a une cardiopathie? Est-ce qu'elle a une pathologie sous-jacente? Les signes associés à la gêne respiratoire. Est-ce qu'il y a des troubles digestifs qui empêchent une alimentation? Est-ce qu'elle refuse de s'alimenter? Comment elle est? Est-ce qu'elle est complètement géniarde? Est-ce qu'elle est complètement apathique? Et comment elle tolère sa fièvre? Et puis ensuite, l'entourage familial. Est-ce que vous pouvez avoir confiance à ses parents? Est-ce qu'ils peuvent facilement revenir à l'hôpital? Donc ça, c'est tout l'interrogatoire. Et à l'examen physique, ce sont des signes de déshydratation, des signes de sepsis, des signes de détresse respiratoire et des signes neurologiques.
Donc la déshydratation, je reviens pas dessus, hein, c'est la tachycardie, le pli cutané, etc. Vous connaissez ça par cœur. Le sepsis, pareil, les signes de lutte, je ne vous les répète pas. Et à l'examen neurologique, c'est l'hypotonie, le gênement, la somnolence. Et donc, une fois que vous avez éliminé les signes de gravité et que vous pensez avoir fait un diagnostic de bronchiolite, il faut quand même éliminer les diagnostics différentiels, ils sont pas très nombreux. Il y a la rhinite obstructive, donc c'est l'enfant qui se présente à peu près de la même façon, sauf que quand vous lui faites la DRP, tous les signes disparaissent. Il y a la myocardite virale, qui entraîne une détresse respiratoire mais avec une insuffisance cardiaque. Et puis il y a la pneumopathie. La pneumopathie infectieuse, en général, la fièvre est plus élevée et vous pouvez avoir un foyer auscultatoire. Voilà, donc en cas de bronchiolite simple, qu'est-ce que vous allez faire comme traitement? Ça, vous le savez, j'espère, à l'heure actuelle par cœur, mais ça fait jamais du mal d'en remettre une petite couche. C'est un traitement symptomatique qui associe des DRP, au moins 6 fois par jour, de la kiné respiratoire, on met l'enfant en proclive, on fractionne et on épaissit son alimentation, et on traite sa fièvre avec du paracétamol à 15 mg kg toutes les 6 heures. Voilà, donc à chaque fois vous mettez un point si vous avez les réponses. Ensuite, je ne veux surtout pas que vous mettiez des antibiotiques, des bêta-2 mimétiques ou de la corticothérapie générale. Ça ne sert à rien dans la bronchiolite. Donc vous avez 2 points si vous me dites que ça n'a aucune indication. Et j'ai oublié de rajouter que si vous m'avez mis un de ces 3-là, vous avez 0 à la question. Et les critères qu'il doit faire reconsulter, ça c'est hyper important. Un traitement ambulatoire, faut bien dire aux parents quand est-ce qu'il doit revenir. Donc c'est si la symptomatologie respiratoire s'aggrave, si l'enfant se met à vomir ou à refuser le biberon, si son comportement est inhabituel et si la fièvre persiste. Bon, en fait, vous l'avez examinée, et puis c'est pas si terrible que ça. Lola, elle est tachycarde. Son auscultation met certes en évidence des sibilants, mais il y a également des crépitants et une hépatomégalie à la palpation abdominale. Donc, quel est le diagnostic qu'on a envisagé? On en parlait tout à l'heure. C'est la myocardite virale aiguë. Donc, la myocardite virale aiguë, elle a la même période épidémique que la bronchiolite. C'est un virus. En général, c'est un adénovirus. Enfin, c'est même pas des virus qui sont très rares, mais certains, chez certains enfants, vont se mettre sur le myocarde et entraîner une myocardite virale. Donc, comme dans la bronchiolite, vous avez une dyspnée fébrile, mais vous avez une insuffisance cardiaque globale en même temps. Donc, avec des signes droits et des signes gauches. Donc, la période épidémique, je l'ai dit. C'est un nourrisson qui n'est pas plus malade qu'un autre, il n'a pas d'antécédent de cardiopathie. Et, par argument de fréquence, un enfant qui se met en insuffisance cardiaque aiguë avec de la fièvre, alors que c'est un enfant qui va bien, c'est une myocardite aiguë jusqu'à preuve du contraire. Voilà, donc faut juste pas passer à côté. Sur les 300 enfants que vous allez voir aux urgences cet hiver pour la bronchiolite, il y en a peut-être 1 ou 2 qui auront la myocardite. Et si on faisait une radio pulmonaire à ces enfants, on verrait ça, on verrait une cardiomégalie importante avec un indice cardiothoracique élevé, supérieur à 0,5. On verrait une surcharge hilaire, là, hop. Et un syndrome alvéolo-interstitiel, là, qui signe un OAP, en fait. Donc ça serait la radio typique d'une myocardite virale. Donc, la prise en charge. Alors, c'est pas la même chose exactement que pour la bronchiolite, hein, parce que ça va passer tout seul. C'est un traitement qui est principalement symptomatique, mais c'est quand même une maladie qui peut entraîner une mort subite, voilà, ou des troubles du rythme, ou je ne sais quoi. Donc, c'est pas exactement la même chose que pour la bronchiolite, hein. Donc déjà, vous l'hospitalisez à proximité d'une réa. Déjà. Ensuite, le traitement symptomatique, il faut lui mettre de l'oxygène, le laisser en demi-assis. C'est une insuffisance cardiaque aiguë, donc une restriction hydrosodée, des diurétiques, voir si ça va vraiment pas, des traitements plus spécifiques.
des IEC et compagnie. Et toujours un traitement antipyrétique. Et ce que j'ai oublié, je m'en rends compte là, et c'est absolument impardonnable, c'est que vous n'avez surtout pas le droit de mettre de bêta-2 mimétique. Les bêta-2+, ça entraîne une tachycardie, c'est pas le moment. Voilà. Et donc à chaque fois, pour chacun de ces items, vous avez 2 points. Et encore une fois, la surveillance. Donc, finalement, ça se passe plutôt bien. Après une évolution favorable, Lola, vous la revoyez qu'en consultation. Et en fait, elle n'a plus aucun signe d'insuffisance cardiaque, mais vous entendez un souffle cardiaque de 1/6. Quels éléments vous orientent vers un souffle non organique? Donc ça, c'est assez logique en fait. C'est la seule question vraiment de cardio-pédiatrie que vous avez à l'internat, c'est le souffle, et c'est le souffle qui est fonctionnel. Donc en toute logique, le souffle fonctionnel, il n'est pas grave. Donc s'il n'est pas grave, vous vous doutez bien que l'enfant doit être absolument asymptomatique. Faut pas qu'il ait un seul symptôme cardiovasculaire. Faut pas qu'il soit essoufflé en montant les escaliers, faut pas qu'il ait des douleurs dans la poitrine, faut pas qu'il ait de palpitations. Ça semble logique. Ensuite, c'est un enfant qui a une tension normale et des pouls périphériques normaux. Ensuite, à l'auscultation, le souffle, il a certaines caractéristiques. C'est un souffle qui est de faible intensité, inférieur à 3/6, donc il n'est jamais frémissant. Il est le plus souvent mésosystolique, et les bruits du cœur, le B1, le B2, sont normaux. Il n'y a pas de dédoublement, pas de claquage, rien du tout, pas de bruit surajouté. Ensuite, le cœur est d'une taille normale, il n'y a pas de cardiomégalie quand le souffle est fonctionnel. Donc déjà, vous pouvez le voir à l'examen clinique en palpant la pointe, et à la radio thoracique, c'est l'index cardiothoracique. Et bien évidemment, l'échographie cardiaque que vous réaliserez est strictement normale. Pareil, 1 point à chaque item.